Salut les makers, j'espère que vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ma dernière acquisition, cette Tronxy X5 SA, une 330/400. Alors pourquoi je le fais ici? Tout simplement parce que vu la masse de la machine, je me suis dit qu'au lieu de faire ça sur ma table de salon comme j'ai l'habitude de le faire, j'allais peut-être éviter tout simplement de monter les escaliers avec cette machine montée dans les bras et terminer avec une vidéo sur comment détruire une Tronxy à peine montée. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous en montrer le plus possible, que ce soit sur son contenu, le montage et son fonctionnement. Bien évidemment, à la fin, je vous donnerai un petit retour d'expérience sur les quelques heures à peine qu'elle aura tourné. Je ferai bien plus tard une autre vidéo après une utilisation plus poussée. Mais je vais pas vous en dire plus tout de suite. On va commencer directement car je suis vraiment impatient d'arriver au bout de ce montage et de voir ce que ça donne. Alors voilà, on va déballer la bête. Le carton en lui-même fait à peu près 15 kg. Et la machine, une fois montée, devrait tourner aux alentours des 13-14. Alors déjà, rien qu'à voir le carton comme ça, c'est déjà relativement impressionnant. On va les sortir petit à petit. Ça, c'est du filament. La carte SD qu'on connaît bien. Je commence à les collectionner, moi, ces petits adaptateurs avec carte SD. Un petit câble USB. Alors, on va essayer de faire ça relativement rapidement, hein. On va pas non plus tout regarder. Les molettes, les chariots. Enfin, il y a à peu près... Il y a pas mal de pièces, en fait, hein, à l'air de rien. Bon, je sors tout. Je mets tout sur le meuble et je vous détaille ça plus rapidement. Voilà, donc j'ai sorti absolument tout ce qu'il y avait dans le carton. Franchement, je vous avoue que là, direct, c'est plutôt impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de pièces. Le pire, je pense que ça reste au niveau de la visserie parce qu'il y en a vraiment un paquet. Sinon, au niveau outillage qui a été fourni avec, c'est la première fois je vais avoir enfin une vraie spatule pour décoller mes pièces. Jusque maintenant, j'en avais jamais reçu. Le petit manque que je trouve à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de pince. Et j'ai pas reçu de pince avec les pinces bleues. Alors bon, effectivement, j'en ai déjà 3-4. Mais bon, sachez qu'il n'y en a pas de fourni avec. Ici, on peut retrouver dedans tout ce qui est courroie, petit cache pour les profilés. Vous voyez qu'il y a différents types de profilés. On a du classique en 20. On a ici des doubles. Ceci, c'est pour le plateau, pour le faire monter, donc au niveau des moteurs. On a ici la tête qui est prémontée avec le capteur. C'est déjà dans les chaînes, ça c'est plutôt sympa. Faut savoir que là, ça va être directement connecté via cette grosse prise à la carte mère. Donc il y aura normalement pas trop de câbles. Alors pour tout ce qui est moteur, courroie, chariot et tout, il y a un petit truc que je trouve déjà très sympa, c'est que vous pouvez voir ici, il y a des petites marques qui vont me permettre, vous voyez, il y en a encore ici, gauche, droite, qui est ici, qui vont me permettre plus facilement donc de me repérer de quel côté les mettre. Au niveau alimentation, elle est ici, c'est un bloc direct avec la carte mère. Alors, je vous la montre comme ça, mais je vais vraiment l'ouvrir pour voir le contenu à l'intérieur. Il y a des petites mousses comme ça qui se baladent, c'est pas encore trop grave. On va regarder ce qu'il y a dedans avant de continuer le montage. L'écran, et franchement, c'est relativement massif. Les pièces, c'est du costaud. Enfin, même l'écran, il est relativement lourd, qui devrait pas bouger. Par contre, il y a ça avec, et ça, je vous jure que non, ça, je peux pas. Le bleu comme ça, c'est pas ma couleur favorite. Ça, c'est pour protéger donc les profilés. Je crois que c'est en face avant. Non, ça va. Hop, ça dégage. Voilà le plateau alu. On verra ce que ça donne. Alors je le pose ici 2 secondes à côté parce que je voulais vous montrer un petit truc que je trouve quand même bien sympa. Donc ça, c'est le plateau chauffant. Idem, il est dans une chaîne avec toutes les sondes qui sont ici. Mais c'est surtout au niveau de l'arrière, il y a déjà dessus l'isolant thermique, espèce de mousse que moi j'avais mis sur ma U30. Ici, il est déjà dessus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et juste pour le fun, j'ai été chercher le plateau d'origine de ma Alpha Wise, histoire de voir déjà, d'avoir un aperçu du gain que je vais avoir au niveau taille d'impression. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Alors j'ai choisi la version 330 parce qu'il y a des versions en 400 et des versions par 500. Personnellement, voilà, il y avait une question de budget, il y avait une question aussi d'emplacement parce que la machine va quand même prendre pas mal de place. Et si je recule pour vous montrer son emplacement final, vous voyez que moi je suis un petit peu ennuyé à chaque fois, c'est que j'ai le toit là qui vient en rabat sur les côtés et donc il fallait voilà, que je fasse un choix
choix. Le meuble, bah, du coup, où elle va être posée, c'est un meuble qui a été imprimé, c'est des jonctions P. Si vous connaissez pas, je pourrais éventuellement vous expliquer, mais je crois qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Avec des pieds en TPU et en PETG pour les jonctions en elles-mêmes, donc elle sera placée là. Donc juste avant de faire le montage de la machine, je vais juste ouvrir le capot de la carte mère pour voir ce qu'il y a dedans. On va regarder un petit peu s'il y a des évolutions possibles dans le futur, à quoi elle ressemble, et puis après on attaquera donc le montage. Alors au niveau de la carte mère, c'est vraiment propriétaire à Tronxy, on ne pourra pas les modifier pour passer sur des doubles extrudeurs ou autres. Au niveau des TMC, on est sur des TMC 2225, et au niveau du processeur, on est sur un ARM STM32. Le montage est terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape critique. Est-ce que j'ai fait ça correctement? J'ai le doigt sur le bouton, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est l'allumer, voir ce que ça donne. On a droit à une petite musique qui vient de la carte mère. Tout s'est bien passé, donc là, elle s'est allumée. On va regarder vite fait ce qui se trouve dans le menu. Système, des infos à propos, la langue, défaut sûrement pour la remettre à 0 et un TP adjust qui doit correspondre au calibrage de l'écran. Donc dans info, emplacement, les températures, donc là 19 degrés et 19 degrés pour le plateau. Ça veut dire que ça fonctionne. On voit que ça bouge, donc c'est parfait. Il y a une température pour un deuxième extrudeur, mais comme je vous ai montré sur la carte mère, il n'y a pas la possibilité d'en mettre un. Donc à mon avis, le firmware qui est dedans est le même pour toutes les machines. Ici, on a la version du firmware qui est dedans, avec un petit haut-parleur. Ça doit être sûrement pour couper le son venant de la carte mère quand elle s'allume. Au niveau des langues, il n'y a pas beaucoup de choix apparemment. Ouais, non, là, non, ça va pas le faire, ça va être en chinois. Au niveau du tools, alors on a déplacement, ben ça c'est les déplacements manuels. Alors, au niveau level, on a le choix entre un leveling auto, à la main ou annulé. Des ventilateurs, alors il y a 3 ventilateurs. Stop et tout, j'imagine. Le Z offset, le back et dans print. On peut voir les fichiers que j'ai mis dedans. Ok, moi ce que je vous propose c'est de lancer quelques prints, de voir ce que ça donne, de revenir vers vous une fois que c'est terminé. J'ai déjà préparé quelques fichiers, j'ai pas spécialement envie de faire des petits cubes, des petits benchy, ce genre de trucs là. J'ai préparé une belle pièce, on verra
le résultat par la suite. Ça va prendre pas mal d'heures, quelques jours même, histoire d'avoir un truc plutôt sympa à vous montrer. Donc du coup je vous dis à tout de suite dans la vidéo, mais pour moi ça va être à plus tard dans la semaine. Several days later. Alors nous voici à peu près une semaine après son montage et ses premières impressions. Elle a déjà pris à peu près une centaine d'heures d'impression. Je vais du coup pouvoir vous en dire un petit peu plus sur mon ressenti au niveau de l'impression, de ce que ça donne, des petites choses que j'aime bien et de celles que j'aime pas du tout. Car évidemment, elle n'est pas parfaite. Déjà au niveau du montage, sachez qu'il faut faire quelques petites modifs. Peut-être pas chez toutes, mais il y a eu des petites erreurs qui ont été faites lors du montage. Par exemple, je me suis battu pendant un petit moment sur cette pièce-ci. J'arrivais pas à la fixer, je comprenais pas pourquoi. Et tout simplement, la dernière pièce, regardez bien, pour moi, celle-ci, au niveau de la chaîne, elle était à l'envers. Ça a été le même cas pour la chaîne du Z. Il y en avait un qui était à l'envers. Quand on n'a pas l'habitude, moi j'avais jamais mis de chaîne, donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça peut tout à fait être évident chez d'autres, mais perso, bah voilà. Moi je me suis fait avoir, cette chaîne-ci était à l'envers. Un truc qui est sûr, c'est que je déteste des écrous marteaux. Par exemple au niveau des pieds ici, qui sont en espèce de caoutchouc, j'ai passé à peu près une demi-heure rien qu'à essayer de les fixer. Et des écrous comme ça, vous en avez partout, à chaque moteur, à chaque occasion. Il y en a plein et je vous dis pas que voilà. Je déteste ça. Ça a vraiment été la bête noire durant le montage. Autre chose que je n'apprécie pas vraiment, c'est le support de bobine que je trouve complètement ridicule. Vous voyez, c'est simplement une petite barre comme ça. C'est quelque chose qui va être modifié, bouffe la bobine et je pense pas qu'il soit capable de supporter autre chose qu'une bobine d'1 kg. Donc vu la masse de la machine et la pièce que je vous montrerai à la fin, j'ai pratiquement consommé une bobine entière pour une pièce. Si je veux faire des pièces encore plus grandes, eh bien il va falloir que je passe sur des bobines beaucoup plus grosses et le support là est vraiment pas adapté. En plus il bouffe les bobines, c'est poussiéreux, c'est vraiment pas l'idéal, c'est quelque chose qui a changé. Il y a aussi ce détecteur de filament que je vais remplacer. Il a tendance à coincer à l'intérieur. Heureusement j'en ai d'autres du même type, mais je sais que cela fonctionne très bien, donc celui-ci il va être remplacé. Au niveau du PTFE, je pense que celui-ci, pour le moment, il fait son taf, il marche plutôt pas mal, mais ça n'a aucun rapport avec un Capricorne et je pense que, à terme, je vais le modifier, je vais le passer en Capricorne. Il y aura moins de problèmes de friction dans le tube. Quelles sont les autres petites choses que j'apprécie pas trop sur cette machine? Après, je vous promets, je vous dirai plein de choses que j'aime bien. Un truc dont je suis pas très fan, c'est ce Bultac. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première chose, c'est que ce Bultac est tout simplement collé sur une plaque alu et j'ai pu remarquer... Hop, si je passe ici en dessous, que à force, vous voyez, il se décolle. Alors, j'ai fait déjà quelques recherches et je sais que c'est considéré comme inconsommable et qu'on peut les acheter séparément. J'hésite fortement à le faire, soit j'en rachète des nouveaux comme ça, parce que l'air de rien, ça marche quand même pas mal. La pièce accroche bien, elle se décolle facilement. Sauf que, vous pouvez voir que je l'ai déjà bien arrangé. Alors les bips que vous entendez, c'est tout simplement parce que je mets ma main sur les courroies et que ça déclenche le end stop, vu qu'elle vient de finir un print. Alors je l'ai déjà bien arrangé, comme je vous l'ai dit, le Bultac. Alors pourquoi il est déjà dans cet état-là? Sachez qu'il y a un truc qui est très très mal fait au niveau du firmware, au niveau des déplacements de la machine. Alors je vais essayer de l'atteindre sans trop bouger pour que vous puissiez le voir. Ici, quand je viens sur la machine et que je lui demande de faire un home, vous voyez que elle vient taper plusieurs fois donc, dans les end stop. Mais le plateau, lui, ne bouge pas. Oh, il ne bouge pas tout de suite. Et ça, c'est un petit souci. Car en fait, il faut savoir évidemment que la machine se repère grâce ici au capteur qui détecte tout simplement la partie en alu.
et que pour les réglages de la machine, vous allez devoir faire dans un premier temps, on va dire un petit leveling à la main. Donc vous allez vous balader comme à l'habitué sur les quatre coins avec votre petite feuille. Vous avez aussi le réglage du Z offset où là, étrangement, le plateau va d'abord descendre, faire les end stop avec la tête, et ensuite elle va venir se placer ici au milieu et va vous permettre de régler votre Z offset. Sauf que si vous lancez suite à ça un auto leveling avec le capteur, si vous ne pensez pas juste avant à descendre votre plateau, ce qui va se passer, c'est que la tête, tout simplement, la buse, va se déplacer quel que soit le niveau du plateau. Et si vous avez, comme j'ai eu ici, dans mon cas, les bords, les bords du plateau relevés, ça va vous faire de très très belles marques sur le Multac. Et ce petit détail, je trouve que c'est vraiment bien dommage de ne pas l'avoir intégré dans le G-code. Une petite descente de plateau avant de faire les homes, ça aurait été vraiment un petit détail qui aurait pu sauver quelques emplacements de mon plateau. Voilà, comme vous voyez ici, elle a descendu le plateau à la fin avant de le ramener et elle le remonte tout simplement pour faire son home final. Et je comprends vraiment pas pourquoi ça, ils ne le font pas aussi au départ. Alors, il est peut-être possible de le modifier. Franchement, je vais vous montrer le fichier de configuration de la machine. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir me pencher parce que j'y comprends pas grand-chose pour le moment. C'est pas très clair, c'est pas très explicite. J'y reviendrai certainement plus tard dans une autre vidéo où on verra éventuellement ce que j'ai fait au niveau du firmware si je le garde. Je sais qu'il est possible de passer sur une version de Marlin, mais bon, ça sera pour un autre sujet. Alors au niveau de l'écran, du coup elle a fait un leveling, ça vous donne à peu près ce résultat-ci à l'écran. Il y a 6 molettes pour faire le réglage du plateau si on en a envie. Tant que nous sommes sur l'écran et au niveau des options, j'ai pu remarquer quelques petites choses qui étaient plutôt sympas et beaucoup d'autres choses qui manquent. C'est qu'au final, le menu est vraiment minimaliste, il n'y a vraiment pas beaucoup d'options possibles. Alors, au niveau des systèmes, voilà, il y a vraiment, voilà, au niveau des langues, vous n'avez que 2 langues possibles, soit l'anglais, soit le chinois. Alors ceci, c'est bien ce que je pensais comme au début de la vidéo, c'est bien pour ajuster la calibration de l'écran. Vous avez des petites croix qui apparaissent pour le calibrer au cas où. Au niveau des tools, on a ici dans le menu manuel, c'est pour faire bouger tout simplement la machine. Alors vous allez peut-être l'apercevoir comme ceci. Si je fais bouger le plateau, voilà, vous avez tout qui se déplace. On peut faire le home. Vous voyez que le plateau ne bouge pas. Alors désolé, c'est un peu flou, mais elle a du mal à se mettre en place. Donc c'est-à-dire que si vous êtes au milieu, que votre plateau est bombé sur les côtés, ça va arracher tout. Donc il faut vraiment penser avant chaque action. Voilà, vous descendez votre plateau un petit peu. Vous lui faites faire un home, vous lui faites faire le Z offset. Vous lui faites faire le bed leveling. Voilà, faites pas comme moi. Et descendez le plateau bien avant. Ici, on a le menu Preheat. Alors, vous allez voir, c'est un peu particulier. C'est que quand vous appuyez, voilà, ça bouge. C'est pas très régulier. C'est un peu comme bon lui semble. La même chose pour la buse. Alors, je vais la préparer pour le prochain print. Vous voyez, elle passe de 0 à 217 d'un coup. Pourquoi, je sais pas. Et quand on redescend, je suis à 214, 211. Si je veux du 210, je sais. Voilà. C'est 211 ou rien. Donc, mais bon, ça permet de le préchauffer. Menu level, donc je vous l'ai dit, il y a le mode auto, le mode à la main. Au niveau des prints, il n'y a rien de bien compliqué. On a tout simplement le choix des dossiers. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ce fichier là. Vous voyez, c'est vraiment très basique. Il y a une poubelle, un play pour lancer le print et un retour en arrière. Alors ici, on ne voit pas l'image de l'objet. Sur certains G-codes, on le voit. Par exemple, sur les fichiers qui ont été fournis avec, on voit la petite image de votre objet. Ici, je ne l'ai pas car la pièce a été slicée avec Idea Maker, mais je vous en dirai plus aussi un peu plus tard dans les modifs et tout ça que j'ai fait. Il est possible d'avoir un aperçu en fait grâce à Cura et un plugin supplémentaire. On va tout simplement maintenant lancer l'impression.
le temps que tout ça se mette à la bonne température. Alors c'est marrant parce que ici on a l'icône pour une deuxième tête d'extrusion mais qui n'est pas dispo encore une fois sur la carte mère. Alors si vous voulez faire des modifs pendant votre impression, vous venez ici sur la clé et vous voyez que vous pouvez changer la vitesse, la température, le plateau, le débit, les vitesses de ventilateur. Et on va regarder son lancement. Alors voilà, l'impression est lancée. Alors sachez une petite chose aussi qui est vraiment très agréable, c'est son silence. Alors pour vous donner une idée comparative, évidemment j'ai utilisé une petite application qu'on peut trouver sur smartphone qui est évidemment pas exacte à 100%, c'est pas prévu pour ça à la base, c'est juste à titre indicatif. Mais malgré ça, sachez que cette machine est quand même relativement silencieuse. Elle tourne aux alentours de 50 à 55 décibels une fois que celle-ci est lancée. Alors, c'est pas les conditions idéales, j'enregistre avec un micro-cravate sur mon téléphone, mais vous avez à peu près le bruit qu'elle fait en fond lors de son impression. En comparaison, si je reprends les valeurs avec la même application que j'avais eue sur la LK4 et sur la U30, elle, par contre, montait à peu près par défaut aux alentours de 65 décibels. Donc ici, malgré la masse de la machine, je gagne quand même 10 décibels. Et 10 décibels, l'air de rien, ça fait beaucoup. Un exemple un peu plus concret, c'est que la place où se trouve la machine, il y a peu, j'avais la LK4. Elle est dans une pièce séparée de mon bureau. Et le moment où on peut vraiment entendre le bruit des machines, c'est évidemment le soir, quand on n'a pratiquement plus aucun bruit autour de soi. Ici, vous devez certainement entendre toutes les voitures qui passent lorsque j'enregistre. Mais le soir, eh bien évidemment, quand on va se coucher, moi ici je ferme la porte. La LK4, je l'entendais malgré tout, même si cette pièce ici était fermée, même si la porte de ma chambre était fermée, j'avais toujours ce bruit de fond très très léger, mais malgré tout très audible de la LK4. Tandis qu'ici, étrangement, je me suis même relevé une fois pour aller voir si la machine tournait toujours, car une fois les portes fermées, je ne l'entends plus du tout. Donc les 10 décibels de moins, c'est vraiment très efficace. Évidemment, comme à chaque fois, le plus bruyant, c'est pas spécialement les ventilateurs qui sont sur la tête, mais ça reste le ventilateur de l'alimentation. C'est toujours lui qui fera le plus de bruit. Mais sinon, au niveau de déplacement, si je fais quelques secondes de silence lorsque celle-ci se déplace, il n'y a vraiment aucun bruit. Moi, ce que je vous propose ici, c'est que je vais laisser tourner cette impression. Ça lui fera vraiment beaucoup d'heures d'impression déjà effectuées. Et je pourrai vous donner mes dernières conclusions sur cette machine, sur ce que j'en pense. Mais sachez déjà qu'elle me plaît énormément. Du coup, on se retrouve un peu plus tard. Several days later. Alors nous revoici à nouveau quelques jours plus tard, même plusieurs jours plus tard. La machine a à peu près encaissé pas loin de 180 heures d'impression, ce qui est pour un début quand même déjà pas mal sur moins de 15 jours. Je voulais vous sortir vraiment une très grosse pièce. Malheureusement, j'ai pas su la terminer totalement. Un des gros soucis qu'il y a pour l'instant, je vais faire déjà pas mal de recherches, c'est que évidemment les temps qui sont donnés, que ce soit par Cura, par Ideamaker, ne sont absolument pas respectés par la machine. Histoire de vous donner une petite idée comme ça, le support ici pour le marteau de Thor était annoncé à 52 heures, on va dire 55 heures d'impression, et il s'est terminé en 72 heures. Le manche du marteau, c'était entre 11 et 12 heures. Il lui en a fallu 29 pour le faire. Donc là, il y a vraiment un gros souci de respect au niveau du temps. J'ai déjà modifié un petit peu le fichier de configuration. Ça m'a déjà rapproché un petit peu plus des temps réels. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment me pencher. Donc ça, j'en reparlerai peut-être plus tard dans les modifications qu'elle aura subies. Ou sinon, pour le reste, c'est juste magnifique. Alors oui, elle prend de la place. Je vous ai déjà donné quelques défauts qu'elle avait, mais sinon pour le reste, son silence, sa précision, la machine n'a pas été calibrée. J'ai quand même fait des petites pièces du style des petits cubes, le test pour le Vorang et un test de pont. Alors je vous mets des petites photos d'un peu plus proches pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais par exemple pour le cube, la première mesure, il fait 20,01, 20,02, ce qui est tout à fait acceptable
lors d'une calibration. Les emboîtements, ici le marteau normalement est en 2 parties, aucun souci, c'est passé tout seul, donc niveau tolérance, c'est vraiment nickel. Au niveau de l'overhang, elle arrive à peu près à 65 degrés sans souci. Et pour le pont, on va dire qu'elle peut faire facilement, on va dire 5 cm, 5 à 6 cm de pont, sans trop de soucis. Malgré ça, c'est quelque chose que moi personnellement, de quelques centimètres, j'ai tendance à mettre des supports en dessous. Donc franchement, c'est pas le plus dramatique. Pour son prix, franchement, c'est une machine, je suis bluffé. C'est aux alentours donc, de 250 € que je l'ai acheté. C'est la version 2020 apparemment, donc je ne connais pas trop les versions précédentes, mais il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits au niveau de cette version. On m'a parlé des profilés ici qui sont beaucoup plus costauds. Il y a le câble, il y a les chaînes qui ont été modifiées, rajoutées, les déplacements de courroies, les plateaux ici pour déplacer les axes au-dessus. Alors évidemment, encore une fois, je vous ai montré pendant la vidéo qu'elle avait quelques défauts. C'est vraiment des petits défauts mineurs, que, voilà. C'est juste des petites modifs, voilà, histoire de chipoter un petit peu. Ou sinon, pour le reste, ben, moi je suis franchement, encore une fois, ravi. Vous voyez dans quoi je me lance déjà avec sa première impression, c'est déjà énorme. J'en ai plein d'autres qui vont suivre du coup, vu que la taille du plateau va me permettre vraiment de faire des trucs plus grands. Ce qui est peut-être pas non plus une très très bonne chose, hein, vu la liste des projets que j'ai envie de faire grâce à ça. Et si vous avez envie de les suivre, ben tout simplement, je poste pas mal de photos sur mon compte Facebook ou sur mon Insta, vous les avez dans la description. Vu la taille de mon meuble, je me dis qu'en la poussant un petit peu, il y aurait peut-être moyen d'en taper une deuxième à côté. Ça pourrait me faire encore gagner un petit peu plus de temps, mais bon, ça on verra vraiment beaucoup plus tard. Je connaissais pas du tout le principe du Core XY. C'est vraiment très très bien pensé. Le fait que le plateau ne bouge pas, alors là, c'est juste magnifique. Ça va me permettre de faire d'autres pièces sans trop me prendre la tête. Alors je vous donne par exemple, car je vais bientôt en refaire, ce sont les lithophanies tout simplement. C'est pour moi un des exemples les plus flagrants avec un plateau qui bouge comparé à celui-ci qui reste fixe. C'est que la litho, on va pouvoir ici par exemple la mettre dans n'importe quel sens, donc que ça soit sur l'axe X ou sur l'axe Y. Ça sera toujours que la tête qui va bouger, donc il n'y aura plus du tout aucun risque de chute. Que la litho parte en avant ou en arrière. Là ici, sur une imprimante traditionnelle où le plateau est aussi en mouvement, il faut absolument la mettre sur l'axe Y pour vraiment limiter les mouvements, tandis qu'ici, bah, tout simplement, la plaque qui est en façade ici a été imprimée sur l'axe X, sans radeau, sans bordure, sans rien. Pourtant elle est très très fine, elle fait quelques millimètres. Et j'ai eu absolument aucun problème à ce niveau-là. Je vais donc maintenant me pencher vraiment sur le firmware de cette machine, histoire de récupérer le temps que je perds entre mon slicer et l'impression. Donc du coup, si le sujet vous intéresse, je vous invite évidemment à vous abonner, car je publierai ça sur la chaîne. Je vous montrerai les découvertes que j'ai faites, éventuellement les modifs que j'ai apportés à la machine en elle-même. Là, je suis juste impatient, c'est de continuer l'impression pour finir ce marteau et d'attaquer les prochains projets qui seront vraiment des trucs énormes, tout simplement énormes. J'espère que malgré la longueur, la vidéo aura pu vous servir un petit peu, qu'elle aura pu vous faire découvrir cette machine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.